J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Débat 24+. En passant, meilleurs vœux chez vous à la maison et bonne année. Répartir à zéro ou consolider les acquis. Voilà le maître mot avant les élections du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et enfin, un second mandat y est. Nous l'avons obtenu, ou il a obtenu un second mandat. Alors, quelles sont les opportunités et les défis qui se présentent durant ces quinquennats du président Félix Antoine Tshisekedi? Et pour ce faire, ces sujets, pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux une personne qui n'est plus à présenter, un politicien, non pas le moindre, mais c'est Basile Diatéza, à qui j'ai dit merci et bienvenue. Merci, je suis très content d'être toujours invité ici sur votre antenne. Et c'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir. Oui, merci. Et à vous, je vais le faire en direct. Meilleurs vœux à vous et bonne année. Mes meilleurs vœux aussi à vous et à votre télévision. Je crois que vous faites un bon travail. Merci. Et que cela perdure pour informer les populations congolaises. Merci beaucoup et merci à nos amis qui nous suivent sur YouTube, qui nous suivent sur Facebook en direct, qui nous suivent sur TNT BlueSat. Merci de votre fidélité et merci de nous faire parvenir vos questions en réagissant et en partageant sur YouTube et Facebook ces liens, ces links pour permettre à beaucoup plus de monde de nous suivre. Aujourd'hui, nous parlerons de la problématique du KID, des défis opportunités au second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais avant d'en arriver là, à votre avis, quelle analyse faites-vous du déroulement des élections en RDC pendant cette période? Vous savez que en 2001, ceux qui ont piloté la transition au Congo, ils en ont profité pour nous imposer un ordre politique, des institutions, des instruments pour la démocratie, en fonction de leurs objectifs. Et il s'est fait que jusqu'aujourd'hui, nous supportons, nous payons, disons, les erreurs ou les fautes qu'on peut trouver dans cet ordre politique. Et quand on voit, par exemple, le déroulement des dernières élections, d'abord le coût, hein, ça a coûté beaucoup pour la collectivité, plus d'1 milliard de dollars. Ouais. C'est vraiment un problème de fou, ça. On ne peut quand même pas tous les 5 ans dépenser une telle somme pour arriver à organiser des élections. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a eu des failles dans le déroulement de ces élections. Au lieu de se lamenter ou d'accuser les uns et les autres, je crois que nous, Congolais, nous devons réfléchir sur comment organiser le pouvoir politique dans notre pays, comment choisir nos mandataires publics qui seront redevables au peuple. Je crois que c'est là la réflexion qui doit nous animer après avoir tiré des leçons sur ce qui s'est passé aux dernières élections. Bon, on ne va quand même pas, disons, traîner pour ça. L'histoire avance, les réalités sont là, assumons les conséquences, mais réfléchissons pour améliorer nos institutions. Ça, c'est vraiment basique.
Bon, il y a eu des fraudes par-ci, par-là, ça ne manque pas. Même aux États-Unis, hein, on a eu... C'est pas étonnant. Non, c'est pas étonnant, c'est humain. C'est humain. Très bien. C'est ainsi qu'il faut mettre en place un cadre institutionnel pour essayer d'atténuer certaines dérives qui peuvent arriver. Après tout, c'est une œuvre humaine. Donc, on peut trouver des personnes indélicates qui seront tentées peut-être de faire prévaloir leurs intérêts. Ouais. Mais si on a un cadre institutionnel rationnel, je crois qu'on peut contenir de telles dérives. Vous l'avez dit dans votre discours, à la place de se lamenter, il faut réfléchir. Voilà. Mais la réflexion n'exclut pas aussi le fait de dénoncer, de condamner tout ce qui s'est passé durant les élections, les irrégularités qui dénoncent le société civil et une frange de l'opposition. Oui, je comprends l'opposition, hein. Mais il y a quand même des structures d'appel. C'est-à-dire que si vous estimez qu'il y a eu fraude ou qu'il y a eu des dérapages, ben, rassemblez les éléments et puis vous les déposez à la Cour constitutionnelle, habilitée à juger. Sinon, ça sera la pagaille, ça sera le foutoir et nous devons éviter toutes ces dérives. Suivons les structures établies dans un cadre institutionnel. Ceux qui ont des griefs à présenter, ben, il y a la Cour constitutionnelle. Revenons à la fraude. Hein. La fraude, la CENI a publié récemment, c'est plus récent, une liste de plus de 82 personnes suspectées dans la fraude, suspectées dans la tricherie, et ces personnes font objet de cette accusation du simple fait qu'elles auraient saccagé les bureaux de vote. Vous l'avez dit, c'est pas une première. Aux États-Unis, on a cette jurisprudence-là. Mais comment trouvez-vous le contexte de cette prononcée, cette décision qui crée un sérieux problème où on a quelques acteurs politiques qui sont, entre guillemets, concernés par cette décision, notamment le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Ngobila. Voilà, de 82 personnes citées. On a Martin Kabouya Kabitanga dans le Kasaï central. Il y a la sénatrice Monalix Monachebe. Il y a le député ministre provincial Charles Mbouta Montou. Comment appréciez-vous la portée de cette décision de la CENI? Ben, je ne suis pas dans le staff de la CENI. Mais s'il y a eu flagrance, c'est-à-dire que s'il y a des éléments probants, factuels, et qu'il y a disons, on les a attrapés en infraction, ouais. Bon, je crois que si la loi prévoit cela, bon, ça c'est aux responsables de la CENI de prendre leurs responsabilités. Il ne m'appartient pas de juger la décision de la CENI. Il semble qu'il y a eu des cas flagrants, ben, c'est à la CENI de prendre ses responsabilité. Je crois que c'est le bon sens même. Hein. La simple logique. Ce n'est même pas un problème de débat politique, ça. Très bien. C'est un problème de droit. C'est-à-dire que s'il y a eu fraude et qu'ils ont été attrapés en flagrance, bon, écoutez, si c'est prévu qu'ils doivent être pénalisés, ça, c'est les responsables de la CENI à prendre la décision. Vous ne pensez pas qu'il y a peut-être la rigueur de la réflexion n'y est pas, parce qu'on condamne, on sanctionne les 82 personnes qui sont candidats députés provinciaux et nationaux avant la publication officielle des résultats qu'ils concernent? Oui, mais parmi ceux qui ont été sanctionnés, il y a ceux qui sont dans l'écurie... Tout à fait, il y a ceux qui sont au pouvoir. Très bien. Il y a même IDPS Tshisekedi. Voilà, justement. Donc, s'il y a eu vraiment des éléments probants, on les a attrapés avec du matériel de fraude, ainsi de suite, ben c'est à la CENI de prendre ses responsabilités. Moi, je ne vois pas, je n'ai pas à juger la décision de la CENI. Ben, est-ce qu'il y a eu flagrance, oui ou pas? Non. Voilà. Moi, j'en profite pour vous poser toutes les questions de la population, parce que vous êtes un acteur politique important dans notre pays. Je ne suis que le porte-parole de la population. Il y a l'ACP d'Ngobila qui dénonce un complot au sein de l'Union sacrée. Ben, ça, c'est son avis personnel. Je n'ai pas des éléments politiques pour apprécier son argument. Lui, il a peut-être des éléments probants pour avoir cette opinion. Mais je crois que nous sommes... en politique, et vous savez, notre microcosme politique est tel que des coups fourrés pareils, ça ne m'étonnerait pas, hein, parce que quand les gens font la politique pour leur estomac, ce n'est que normal que
le rationnel soit un élément presque secondaire. Le principal, c'est satisfaire son estomac. Donc tous les coups sont permis. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de rationnel dans ce que nous faisons dans ce microcosme. Très bien. Peut-être des questions avant d'aborder notre sujet du jour. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous suivez Débat 24+. Et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Basile Diatezoa, homme politique en République démocratique du Congo. Vous êtes un ancien président de l'UDPS Fédération Benelux. Êtes-vous surpris d'apprendre que parmi le récalcitrant, parmi ceux qui se sont mal comportés, il y a certains candidats députés de l'UDPS Tshisekedi? Non, pourquoi être surpris? C'est humain. C'est humain. L'image qu'on a de l'UDPS, l'image qu'on a... L'image, vous savez, j'ai toujours dit ceci, l'UDPS que moi j'ai connu, dans les années 80, ce n'est pas le même parti que j'observe ici. Je vais vous donner un exemple simple. Je suis dans une cellule de l'UDPS, à Dallas, à Yolo Sud. Eh ben, j'apprends par-ci, par-là qu'il y a un slogan qui circule au sein du parti. Tosa Obika. Tosa Obika. C'est une question de fou. Ça voudrait dire il faut obéir. Il faut obéir pour voilà, pour s'en sortir, pour être dans les bons draps. Non, nous nous sommes battus pour des valeurs, pour des principes. On doit quand même respecter les autres, quand même. Pourquoi? Nous ne sommes pas des esclaves dans ce parti. Tu comprends? Dans toute action politique que nous menons, il faut qu'il y ait des valeurs. Le respect de l'autre, c'est la moindre des choses. Donc, les militants, s'ils se sentent méprisés, ce n'est que normal qu'il y ait des retombées, il y ait un impact au niveau du parti. Bon, moi, je dis seulement ceci. Nous devons repartir sur de nouvelles bases. Et de bonnes bases, d'ailleurs. De bonnes bases. Nous avons l'opportunité que le président Fachi soit réélu. Il a maintenant les coudées libres, parce que le premier mandat... On sait ce que ça a donné. Maintenant, nous attendons et nous le souhaitons qu'on lui donne une majorité au Parlement. Parce que là, puisque le jeu politique se fait au Parlement et que c'est le gouvernement qui gère le pays, donc si on donne au président de la République une majorité pour sa politique, pour sa vision, je crois qu'on pourra réorienter l'action politique vers une direction salvatrice. Mesdames et messieurs, ça se passe sur Débat 24+. Dernière question durant ces biscuits. Face aux accusations dont fait l'objet M. Kadima, Denis Kadima, président de la centrale électorale, est-ce que cette décision qui est comme un coup de foudre, un coup de tonnerre dans un ciel très bleu, un ciel clair, est-ce que c'est une façon de se dédouaner face aux irrégularités? Non, ce n'est pas une façon de se dédouaner. Il a fait son job. Bon, s'il n'avait pas fait ça, on allait dire quoi? Oh, Kadima, il n'est pas sérieux, il y a eu telle fraude, il y a eu ceci, cela. Bon, il prend une décision qui touche à certains intérêts, une certaine opinion l'accuse ou essaie de le dénigrer. Non, soyons sérieux. Laissez-le faire son travail. S'il estime que tel candidat a fauté, c'est son devoir quand même de le sanctionner si c'est prévu par la loi. Je crois qu'on n'est pas là pour juger Kadima, laissez-le faire son job. Merci M. Basile Diatezoa. Laissez Kadima faire son travail. On n'est pas là pour juger, voulais-je dire. Alors, qui de défis et opportunités au second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affectueusement appelé Fachi Béton par le militant de l'UDPS. Alors, je reviens vers vous, M. Basile. 73%, beaucoup de pourcentage, un très grand record aux élections pour Tshisekedi. C'est un bon score qui ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que d'abord, il a été candidat président en fonction. Ouais. Donc, il a une certaine popularité, ça c'est clair. Il ne faut pas le contester. Si on prend les réalités sociopolitiques de notre pays, le président, attention, ce que je vais dire très bien, risque d'être mal interprété. Souvent, le choix aux élections, il y a toujours une tendance tribale. Très bien.
Les élections ont un caractère tribal, ça on le sait. Non, c'est sociologiquement. Sociologiquement, c'est une vérité. effectivement. Bon. Très bien. Maintenant, le président Fachi, nonobstant le fait qu'il soit président en exercice, avec cette popularité, son pourcentage, il y a son ethnie, qui a quand même, parmi les grandes ethnies du Congo. Ouais. Ça, c'est 2. Troisièmement, il a su, dans le jeu politique, rassembler différentes forces politiques. N'est-ce pas? Ouais. Vous avez Bemba. Très bien. Vital Kamere. Ce sont des éléphants qui drainent quand même dans leur région d'origine. Il y en a plusieurs, hein? Ah oui, bien sûr. On n'a cité que les 2. Quand vous rassemblez cela, Bien. ça ne doit pas nous étonner. Hein, cela, 73%, c'est normal. Si c'était peut-être 99%, on allait rigoler. Très bien. Mais bon, voilà. Alors, les opportunités se présentent au devant du président Félix Tshisekedi, mais aussi des défis à relever. Nous avons vu le bilan, ce que ça a donné, les bilans de son premier quinquennat, un bilan rempli de beaucoup de surprises sur beaucoup de domaines, mais aussi un bilan qui est parfois mitigé dans certains domaines. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, quels sont les défis qui se présentent au devant de Tshisekedi durant ces nouveaux quinquennats qui se présentent? Il y a les défis politiques, les défis économiques, les défis sécuritaires. Hein? Pour moi, ce sont les 3 grands défis. Vous savez, quand une communauté humaine s'organise en communauté politique, vous savez, la nation ou la communauté politique, c'est un fait artificiel, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas une famille. Hein? Si aujourd'hui, Léopold II nous a rassemblés dans un même territoire, il avait ses objectifs. Ses objectifs, c'était exploiter ce territoire, et il nous a utilisés comme ces bêtes de somme, hein, pour ses objectifs. Mais non, pendant toute la période coloniale, nous n'étions pas des sujets politiques. C'est en 60 qu'on découvre la politique. C'est-à-dire que le Congolais devient un sujet politique. On nous donne, soi-disant, cette souveraineté, on devient une communauté politique. Malheureusement, nos parents n'ont pas été drillés, formés pour gérer les systèmes que le colonisateur a mis en place pour ses objectifs, c'est-à-dire exploiter la colonie. Et l'histoire donne raison au feu professeur Van Bilsen qu'on devait former nos parents. L'élite. Voilà, pendant 30 ans pour qu'ils s'assument. Et d'ailleurs, si ce projet était accepté par les conservateurs suprématistes belges, on aurait aujourd'hui au Congo une communauté arc-en-ciel, c'est-à-dire que multicolore, très bien, des mosaïques, comme en Afrique du Sud. Malheureusement, les conservateurs belges ont méprisé le projet de Van Bilsen. Donc, le 30 juin 60, nous sommes autonomes. On a une communauté politique. Le Congolais devient un sujet politique. Il découvre le démon du pouvoir. Très bien. Or, vous savez, l'être humain, quand il est sur la scène politique, il devient un animal sans... Hein, s'il n'est pas cadré, très bien. Hein, s'il n'est pas encadré, ben, il peut y avoir des dérives, des failles humaines, ainsi de suite. Mais chaque communauté politique se donne des objectifs. Mais pour atteindre ces objectifs, cette communauté politique doit se donner un instrument qui est l'État. Tant que vous n'avez pas un État viable et responsable, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Vous allez former seulement un conglomérat des êtres humains, une populace là, chacun se battant pour sa pitance, hein, comme j'ai dit, hein, toi tu vas à Maluku, tu achètes ton terrain de 10 hectares à Maluku, tu mets les vaches, les cochons, les chèvres, ainsi de suite, toi tu fais cette exploitation commerciale pour toi, tu as tes objectifs. Mais les bêtes ignorent pourquoi ils sont là. Tout à fait. Et 63 ans après l'indépendance, voilà où nous en sommes. Nous sommes encore au stade de l'inconscience politique. C'est-à-dire que le Congolais n'est pas conscient de sa communauté politique. Donc, nous devons reconstruire notre communauté politique sur des bases objectives, dans cette diversité, dans notre dimension spatiale. Le Congo est très grand. On ne va quand même pas concentrer
toutes les décisions politiques et économiques ici à Kinshasa. C'est une aberration Très bien. Politique. Tu comprends? Donc, tenant compte de tous ces éléments, dans l'autonomie, nous devons réfléchir en profondeur. Il ne faudrait pas que chaque fois, des puissances étrangères ou coloniales viennent nous imposer des institutions, un ordre politique, comment nous devons nous organiser, comment nous devons organiser nos élections. Non, on est quand même assez mature. Il est plus que temps. Et le président Fachi, si on lui donne cette majorité, je suis convaincu qu'il va aller dans cette direction pour reconstruire notre communauté politique sur des bases objectives. Très bien. Avant de revenir à cette notion de l'inconscience politique, je voudrais que mon confrère Manassé Nsingui me prépare cet élément du 4 janvier 1959, élément réalisé par ma consoeur Sarah Bampa. On va obtenir la réaction de M. Basile Diatezoa. Cet élément de reportage du 4 janvier 1959 sur les martyrs de l'indépendance. On va y revenir. Alors, parlons du défi politique. Je vous promets qu'on va y revenir. Parlons du défi sur le plan de la diplomatie. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'est dit, après le premier quinquennat, Félix peut se dire que son pays j'ai envie de dire, son pays peut influencer d'une manière ou d'une autre la région africaine, la sous-région, mais aussi la scène politique internationale. Vous savez, le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Le Congo, c'est le seul pays en Afrique qui a 9 frontières. La population congolaise, c'est une confédération des populations africaines. Parce que dans toutes ces frontières, vous avez des communautés transfrontalières. Donc, le Congo sert de lien entre toutes ces communautés transfrontalières. Vous allez au Congo central, vous allez au Katanga, vous allez dans le Kivu, vous trouvez des populations transfrontalières. Vous allez au nord du Congo, vous avez les Yakoma, les Mbandi en Centrafrique, vers le Soudan, bref. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Tant que le Congo n'aura pas sa stabilité, c'est l'Afrique qui sera toujours instable. Donc, nous sommes obligés, c'est un devoir d'abord historique, politique et humanitaire. Nous devons vivifier notre communauté politique dans le sens de servir l'Afrique. Vous savez, si aujourd'hui un pays comme le Congo se lance dans les grands travaux, mais ça sera tous ces jeunes Africains qui fuient en Europe, ainsi de suite, pour trouver la pitance, le travail, tout ça. Le Congo sera un chantier. Donc on pourra absorber cette main-d'œuvre qui serait en surplus. Vous savez, des études économiques ont démontré que pour exploiter d'une façon optimale un territoire comme le Congo, avec toutes ses ressources, il faut au minimum 400 millions d'habitants. Très bien. Donc, c'est l'espoir de l'Afrique. Nous avons ce devoir à ne pas négliger cet élément. Et montrons quand même que nous méritons ce pays, ce territoire. Parce que Léopold II nous a rassemblés, sans notre volonté. Il y a eu des tribus qui s'est corchées, qui s'est méprisées, qui s'est haïssées. Mais il nous a mis ensemble. Et il a réussi à nous parquer ensemble. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes incapables, justement, de vivifier cette conscience nationale. C'est là le travail, un des défis politiques. Reconstruire ce pays sur des bases objectives pour que chaque citoyen congolais se sente citoyen dans ses droits et devoirs de citoyen. Quand vous allez mépriser un citoyen, soi-disant que le faciès là, c'est pas un faciès ou il vient de l'autre côté. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça on construit. Très bien. Un pays. Il faut dire que durant ces premiers quinquennats de Félix Tshisekedi, la problématique de la stabilité de l'économie a été aussi cette épine dans le pied de ces gouvernements. Est-ce qu'aujourd'hui on s'est dit
il y a une opportunité, n'est-ce pas, de stabiliser l'économie congolaise afin que les sociales des Congolais reviennent ou remettre la pendule à l'heure. Bon, d'abord, il faut préciser certains concepts. Le social, pour financer le social, il faut créer des richesses. Le social, ce n'est pas distribuer l'argent comme ça, non. Pour financer le social, il faut créer des richesses. Donc, nous devons d'abord partir de ce principe. Comment créer des richesses? Je n'aime pas les slogans des gouvernants, des acteurs politiques, tout ça là, qui vont parler de la stabilité économique, tout ça là, quand on voit, d'ailleurs, lui-même, le président Fachi, quand il est monté au pouvoir, il le disait, j'ai trouvé un pays cassé, ruiné, tout ça là. Bon, c'est la mauvaise gouvernance qui est partie de la Deuxième République, lui il a trouvé, tout ça là. Mais quand vous avez la prétention de gouverner un pays, c'est que vous avez des solutions viables à proposer. Donc c'est là notre grand défi. Très bien. Si aujourd'hui, les acteurs politiques, ceux qui ont eu ces mandats publics, ils ont cette prétention de gérer ce pays, mais ils doivent apporter des solutions idoines à toutes les problématiques que nous avons. Sinon, ça serait le pouvoir pour le pouvoir. Ouais. Voilà. Très bien. Nous allons passer à cet élément que nous propose Madasseh Singhi sur le 4 janvier 1959, n'est-ce pas, abordant la question de l'inconscience politique. Est-ce que, plus de 100 ans après, la classe politique congolaise a-t-elle pris conscience de son rôle, tant au pays que dans la région, en Afrique et dans le monde? Nous suivons cet élément. Mémore une série de meurtres et de troubles sociaux qui s'étaient déroulés à Léopoldville, au Congo belge, en 1959. Ces émeutes ont marqué un tournant décisif vers l'indépendance du Congo et avaient éclaté après que les autorités coloniales aient interdit le membre du parti politique de l'Abaco de manifester. Un membre de l'Abaco nous en dit plus. Le 4 janvier, c'est la première date la plus importante dans ce pays. Mais les gens l'ignorent ou le négligent. Ils ont même tendance à l'enterrer. Alors en 1950, fut créée l'Alliance des Bas-Congo, à Bako, sous forme d'association culturelle, mais qui faisait la politique en coulisses. Les dirigeants de l'Abaco seraient tenus pour responsables, interprétant cette mise en garde comme une interdiction. L'Abaco tente le 3 janvier de reporter les rassemblements, mais le dimanche 4 janvier 1959, une foule épaisse se rassemble tout de même devant le IMK. Joseph Kasavubu et d'autres responsables de l'Abaco arrivent sur les lieux et essayent en vain de renvoyer les manifestants chez eux. Les violences commencent après le refus des manifestants de se disperser. Donc Kasavubu et ses compagnons étaient obligés de venir parler avec la population, ici. Alors ils ont annoncé l'annulation. D'abord ils ont communiqué que le meeting était annulé, mais le combat n'était pas annulé, le combat n'était pas abandonné pour l'indépendance. Alors c'est le terme indépendance qui avait nommé tout, parce que c'est ça que les gens attendaient. Néanmoins, quelques jours plus tard, les autorités belges s'activent rapidement pour mettre en place des réformes qui offrent aux Congolais plus de pouvoir de décision quant à leur propre gouvernement et annoncent même la tenue d'élections en décembre 1959. Cette journée est fériée sur toute l'étendue de la RDC en mémoire de ces martyrs et selon de nombreux historiens. Ce jour a inauguré une série de revendications congolaises qui déboucheront à l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. Merci beaucoup Madasseh Singhi, merci à Sarah Bampé pour cet élément de reportage. Je reviens sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec M. Basile Diatezoa, avec qui nous entretenons sur qui des défis opportunités, n'est-ce pas, au second mandat de Félix Tshisekedi. Et là, on prenait un élément sur l'inconscience politique, M. Basile, un événement qui annonce un tournant décisif de l'indépendance, mais qui est aussi une date oubliée par les Congolais, comme les dénonce l'un des dirigeants de l'Abaco, M. Père Siamouni. Vous êtes surpris? Je ne suis pas surpris. Cette inconscience, elle est encore à l'esprit des Congolais. Bien sûr, l'inconscience est là. L'instabilité à l'Est, non, l'inconscience est là. On n'est pas mature politiquement, ça c'est clair. Bon, je comprends la réaction des membres de l'Abaco. Ils ont cru, ils avaient la foi à l'indépendance. Mais, vous savez, il faut partir de notre histoire politique précoloniale pour comprendre un peu l'échec que nous avons aujourd'hui.
ceux qui étaient à l'avant-garde du combat pour l'indépendance, c'était des évolués immatriculés de la colonisation. Très bien. Le peu d'instructions qu'ils recevaient du pouvoir colonial, c'était pour aider le colonisateur à exploiter sa colonie. Ce n'était pas pour que ces évolués gèrent les systèmes que eux ils ont initiés. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Une grande différence. Mais oui, puisque le colonisateur, quand il arrive, il met en place des systèmes administratifs, sécuritaires, économiques, tout ça là. Est-ce que les indigènes étaient formés pour gérer ça? Non. Ils étaient là seulement pour aider le colonisateur à exploiter son bien. Bon, maintenant, vous voulez l'indépendance. Voilà, on vous la donne, mais vous n'avez pas la maîtrise de ces systèmes. Résultat de course, on a vu le chaos. Hein, et comme le Congolais découvre le démon du pouvoir, bon, non, lui, il n'est pas d'ici, il vient du Kasaï. L'autre, là, lui, il vient du Bas-Congo. Il ne peut pas être élu ici. Bon, bref, c'était le chaos qui a... Et puis on a connu les guerres civiles, tout ça là. En n'oubliant pas que le colonisateur nous donnait l'indépendance avec la main gauche, dans l'espoir de récupérer son pouvoir impérial avec la main droite, en mettant en place un autre système. Hein, parce qu'on peut bien, disons, conquérir un pays politiquement avec des dirigeants locaux. C'est-à-dire que, bon, on met des pantins au pouvoir et puis on tire les ficelles, les surplus économiques, tout ça là. Bon, pour eux, c'était comme ça. Leur stratégie, on leur donne l'indépendance, mais on sait qu'il faut se casser la figure. Et nous reviendrons pour imposer un ordre favorable à nos objectifs. C'est ce que nous avons connu. Regardez par exemple le cas de l'ancien président Joseph Kabila. En 2001, il arrive au pouvoir. Joseph Kabila n'a jamais étudié au Congo, il ne connaît pas l'histoire de ce pays, ainsi de suite, tout ça. Bon, ces milieux qui voulaient le soutenir, bon voilà, vous nous supprimez la loi Bakajika. Très bien. Ben, lui, il ne connaît pas les enjeux, tout ça, les dessous de cadre. Les intérêts des Occidentaux. Mais bien sûr, il fait supprimer la loi Bakajika. Et il se rend compte qu'il a fait une grande erreur. Mais une faute, même pas une erreur, une faute. Une grande faute. Oui, bon, quand il va se rendre compte qu'il a été roulé dans la farine, il veut réajuster sa politique, mais c'est déjà tard. Hein, il va voir les Chinois, aux grandes dames des Européens, des Occidentaux, et ça lui a coûté ce qu'on sait. Bon, donc, nous devons comprendre les enjeux internationaux vis-à-vis du Congo. Très bien. C'est pas n'importe qui. Alors voici ma question. Sage était Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de relever les défis liés à la santé. Nous avons vu la couverture de santé universelle, maternité gratuite. Est-ce que ces défis demeurent-ils et peut-il être relevé durant ce quinquennat? Je reprends ma petite réflexion. On finance le social avec une économie, on crée des richesses. Mais même dans un pays comme la Belgique ou la France, mais la sécurité sociale est en déficit. Il faut financer la sécurité sociale. Très bien. Vous comprenez? Vous savez, en Europe, il y a l'assurance maladie. Mais pour financer l'assurance maladie, il faut des richesses. Il faut créer, il faut travailler. Les richesses, on ne le prend pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. L'argent, ça ne vient pas comme ça. Il faut travailler. Donc, nous devons redynamiser notre économie pour financer justement la sécurité sociale, la santé, ainsi de suite. Hein? Vous allez financer comment votre assurance maladie si vous n'avez pas créé des richesses? C'est une vision, c'est un objectif, mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est créer des richesses. Donc, mettre en place des structures politiques favorables aux investisseurs, à ceux qui veulent bien travailler avec nous, les amis du Congo, les hommes d'affaires, tout ça là, quand ils vont trouver un environnement institutionnel responsable, sécurisant aussi, tout ça là, ben, il y a à boire et à manger ici dans ce pays. Vous Très comprenez? bien. Parce que il faut pas croire que tout Congolais doit être millionnaire parce qu'il y a du diamant, il y a de l'or, tout ça. Non. Non. Pour exploiter cet or-là, il faut avoir des capitaux. Est-ce que nous avons des capitaux? Non, nous n'avons pas de capitaux, donc nous aurons besoin des milieux étrangers pour venir travailler avec nous. Mais nous devons, nous, avoir des stratégies pour nos ressources. Est-ce que nous avons des stratégies pour nos ressources naturelles?
Que dalle, on n'a rien comme... Jusqu'à présent, non. Jusqu'à Rien. présent, nous sommes... Et on se de plaint, pandemonium. on se plaint, on dit le Rwanda nous Exploite, voilà. Enfin, écoutez, soyons sérieux. Comment nous sommes incapables d'organiser nos marchés internes? Un opérateur économique qui est à Goma, ou qui est à Bunia, ou qui est à Bukavu, s'il veut importer ou exporter, il va aller où? Vers l'Est. Moi, j'ai vu des hommes politiques ici irresponsables qui condamnaient le président Fachi d'avoir fait entrer le Congo à l'EAC. C'est vraiment une histoire débile, ça. C'est un argument débile. Mais les opérateurs économiques de l'Est, mais ils regardent vers l'Est. Il y a le port de Mombasa, il y a le port de Dar es Salaam, tout ça là. Ouais. Donc, vous n'allez L'opportunité pas... les opportunités économiques sont là. Et parce que vous êtes mécontent ici à Kinshasa, vous voulez accuser le président Fachi d'avoir amené le Congo vers l'EAC. Ça prouve la médiocrité de cette classe politique. On souffrait que je vous coupe la parole parce que là on doit aborder un dernier thème par rapport à ce qui concerne le défi, parce qu'on a aussi un autre chapitre qui aborde la question des opportunités. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de l'insécurité dans la partie est de la RDC, cette question est-elle une opportunité ou bien un défi? Parce que elle fit parmi les promesses électoralistes du chef de l'État qu'il ne va pas rester en paix tant que la paix n'est pas revenue à l'Est. Mais nous voyons ce qui se passe à l'Est. Non, vous savez, la paix à l'Est, ce n'est même pas à discuter. C'est un devoir sacré pour nous, Congolais. Parce qu'il y a nos frères, nos sœurs, nos enfants qui souffrent. Moi, j'ai vécu ça. Les souffrances de ces guerres civiles. J'ai vu les personnes âgées, les malades, tout ça, fuir vers les pays étrangers pour leur sécurité. Non, nous devons tout faire pour stabiliser, pour amener la paix à l'Est. Et je crois que la première condition, c'est de changer nos paradigmes. Très bien. Il y a un problème de paradigme. Lesquels, par exemple? Parce que là, on doit aborder la question à fond. On doit mieux comprendre. Oui, mais ça dit que considérer, par exemple, considérer un pays comme le Rwanda ou un pays comme l'Ouganda comme des ennemis. Très bien. Jurés, tout ça. De la RDC. Non. Écoutez, il y a des circonstances historiques qui ont fait que nous soyons arrivés à cette situation, mais soyons rationnels. Voyons d'abord la paix, la stabilité de la région. On ne fait pas la politique avec des humeurs, avec les émotions, tout ça là. Nous devons avoir les pieds sur terre, soyons rationnels. Il y a cette crise à l'Est, il faut trouver des solutions idoines. Sinon, pourquoi alors vous êtes au pouvoir? Vous comprenez? Bon, donc nous devons résoudre ce problème. Moi j'ai envie de dire, enlever les gants. Oui. Comment trouver des solutions? Parce qu'il faut dire qu'il faut que je puisse rappeler que vous êtes expert et spécialiste des questions de la région de Grand Lac. Vous êtes une figure de proue de ces questions, une piste des solutions concrètes pour mieux comprendre. Je vais vous donner une anecdote. Vous êtes père de famille, vous avez une belle femme à la maison et des belles filles, des très belles filles. Mais vous, papa, vous avez un comportement irresponsable. Mais dans le quartier, tous les prédateurs qui adorent les belles filles, les belles femmes, tout ça, ils vont foutre le bordel dans ta maison. Tout à fait. C'est normal. Bon, alors, le gouvernement, l'État, si nous sommes arrivés à cette situation à l'Est, ce sont des fautes qui partent dès l'indépendance. Le président Fachi a trouvé cette situation-là. Mobutu l'a trouvé. Hein? Très bien. Il ne faut pas croire que ça vient avec Kagame et tout ça là. Vous comprenez? C'est une crise qui date des années 60. Mais on n'a jamais trouvé des solutions idoines. Parce que la politique chez nous, depuis 1960, la politique, ce n'est pas pour résoudre les problèmes de la communauté, de notre communauté. Non. La politique, c'est la fonction sociale la plus lucrative. Tout à fait. Je veux faire la politique parce que je vais gagner beaucoup d'argent en politique. On a vu le nombre de candidats pour les fonctions législatives ici. C'est honteux. Au fond, c'est la seule fonction qui est rentable, que tout le monde veut faire la politique. Mais vous voulez faire la politique, pourquoi? Il y a des problèmes qui se posent dans le pays, il faut les résoudre. Donc, depuis 1960, nous avons toujours cette culture qui est partie des années 60. Je reprends parce que j'étais encore enfant, en Lingala, ici à Kim. Mbongo ya lipanda.
C'est-à-dire que Mondele Akende a tikeli biso mbongo ya lipanda to sakana yango. Et c'est cette culture... C'est ça l'argent de l'indépendance, c'est ça? Lipanda. Le pouvoir, c'était le Belge, le colonisateur belge. Bon, a tikeli biso mbongo, donc les entreprises, ainsi de suite, tout ça là. Bon, c'est pour nous, pour jouir de ces richesses-là. Et cette culture de prédation perdure jusqu'aujourd'hui. Les gens vont faire la politique, non pas parce qu'il y a des problèmes à résoudre, mais parce que on a Kopezali, Mbongwali, ainsi de suite, tout ça là. On a vu ça ici les dernières élections. C'est honteux. Et nous sommes un peuple fragilisé, livré à toute possibilité d'asservissement. Parce que nous démontrons à la face du monde que nous sommes incapables de prendre nos responsabilités, de nous gouverner, ainsi de suite. Et comme nous avons des ressources naturelles, nous sommes pauvres, mais nous avons des ressources naturelles. Ce sont des ressources terrestres pour l'humanité. Ce n'est pas seulement pour les Congolais. Donc, un Américain, un Chinois qui veut avoir nos ressources naturelles, c'est son droit, parce qu'il est sur la planète Terre. Mais, pour des raisons de commodité sécuritaire et économique, tout ça là, chaque État organise son pays. Bon, si vous voulez venir exploiter chez moi, voilà, il y a la loi, ainsi de suite, tout ça là. Bref, on se respecte, la souveraineté, tout ça là. Mais si nous sommes incapables d'organiser notre État, mais c'est tout prédateur qui va entrer, corrompre tout le monde. Mais quand je peux te raconter des anecdotes ici, c'est vraiment incroyable. Je vais dans une administration communale. J'arrive là. Bon, je dis, je cherche le service d'urbanisme. Ouais. Bon, je vois tout un groupe de gens là. Oh, yaka, tout ça. Et puis on m'amène dans un bureau là, un petit bureau là, avec des chaises en plastique. Oh, mais papa, Ninango. Bon, je dis, voilà, il y a ça. Oh, mais bon, pour Nango, papa, bon, si vous avez un $100, hein, tu salis délégation. Voilà. Si vous avez un $100, on fait une délégation. Voilà. Enfin, écoutez, je vais avoir, quand j'ai cherché mes plaques d'immatriculation au véhicule, j'arrive, on m'amène dans un bureau là d'immatriculation, le chef de service, il fait des calculs, tout ça là. Bon, voilà, pour tout ça là, assurance et tout ça, vous allez payer $350. Je prends les $350, je donne. Je le regarde, mais reçu. Oh, mais dans un chef de service, reçu Yanine. Au compte de ma plaque, Nayo. La traçabilité pose problème. Mais là où l'argent de l'État est encaissé, il faut quand même qu'il y ait des traçabilités. Qu'on vérifie qu'il y a eu telle entrée, ainsi de suite, tout ça là. Non, donc nous devons reformer l'État. Très bien, très bien. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les éléments qui peuvent permettre, n'est-ce pas, au président Tshisekedi de maîtriser la question de l'Est, la question de la situation sécuritaire à l'Est, ou des éléments qui permettent au chef de l'État de pacifier la région de l'Est, est-ce que cela aussi implique un vrai débat, n'est-ce pas, sur la question de Banyamulenge et des Tutsis congolais? Bon, vous savez, il y a une rébellion à l'Est. Hein? Cette rébellion occupe un territoire plus grand que le Rwanda. Vous comprenez? C'est quand même un gros morceau pour nous. Il y a des populations là. Hein? Donc, quand on est un homme politique responsable, on dit, bon, il faut qu'on trouve des solutions idoines. Ça ne peut pas continuer. Ça, c'est le premier principe. Bon. Donc, il faut changer de paradigme, puisque nous voulons aller vers des solutions. Ouais. Moi, j'ai toujours été contre la guerre. Je l'ai exprimé même dans les réseaux sociaux. Je dis non. C'est un homme de paix. Oui, il faut la paix. Parce qu'avec la guerre, il n'y a que des milieux mafieux. Bon, il n'y a que des milieux mafieux qui profitent de tout ça. Mais non. Comment nous allons contribuer à des solutions idoines? D'abord, comme j'ai dit, changer des paradigmes, responsabiliser des personnalités dans ce dossier qui ont la même vision pour la paix. Pas des gens mafieux qui conduisent le chef de l'État à commettre une faute. Des fautes graves même. Des fautes graves. Vous comprenez? Bon, je prends un exemple facile. Il y a du matériel qu'on achète pour l'armée. Mais on a démontré qu'il y a des réseaux mafieux à partir d'ici, dans les milieux politiques, dans les milieux militaires, tout ça là, qui se sucrent sur les fonds destinés à l'armée. Vous comprenez?
qui prennent des commissions. Ils veulent que la guerre perdure parce que là, on va commander des hélicoptères ou je sais pas moi, des drones ou des mitraillettes ou quoi, tout ça là. Bon, comme c'est nous qui gérons le dossier, nous aurons le marché. Allez, 30% pour le fournisseur. Hein? Donc pour celui qui fournit, on lui dit... écoute, opération retour. Voilà. Bon, donc, les gens s'enrichissent dans la souffrance, dans les malheurs de nos compatriotes. Il faut nettoyer cette écurie-là. Il faut la nettoyer. Donc, il faut vraiment que le président de la République tape du poing sur la table. S'il veut vraiment... S'il veut rester honorable dans l'histoire du Congo. Très bien. Parce que on peut être président et puis après 2 mandats et puis bon, vous rentrez dans la poubelle de l'histoire. Très bien. Bon, alors et puis c'est l'UDPS qui est sali, c'est les Balouba, excusez-moi. Très bien, je vous comprends. Je vous comprends. Balouba va passer 2 mandats, vous saluez. Tout à fait. Voilà. Donc nous devons être rigoureux. Il faut résoudre ce problème-là. Il faut au niveau législatif poursuivre tous les mandataires publics qui attisent la haine ethnique, identitaire. Des gens comme les Bitakwira. Comment on peut accepter des Bitakwira? Bon, j'ai vu dans les réseaux sociaux, Monsieur Mwando a été interpellé en justice pour des propos séparatistes. Mais pourquoi est-ce que Bitakwira, vous ne le bousculez pas? Vous comprenez? Soyez sérieux. Pourquoi? Parce que, évidemment, Bitakwira, lui, il s'attaque aux Rwandais. Et nous retombons maintenant dans cette problématique Bagnaron. Bitakwira s'attaque aux Rwandais, et ainsi de suite, tout ça là, donc il peut dire n'importe quoi, comme ce sont des Rwandais. Comme si un Rwandais n'est pas un être humain. Ça dit qu'une chose qu'on doit mépriser comme ça. Mais non, soyons sérieux quand même. Très bien. Hein? Les gens comme les Bitakwira, il faut les neutraliser. Il faut une action judiciaire. Oui, la loi doit et surtout que c'est un mandataire public. Il faut que il faut qu'il y ait une loi dans notre pays. Tout mandataire public qui tient des propos haineux, identitaires, devrait être traduit en justice. Bien sûr, parce que nous voulons la parce cohésion. Parce qu'ils doivent servir d'exemple. Nous construisons une nation, donc il faut qu'il y ait une cohésion nationale. C'est très important, c'est fondamental. Très bien. Mais il y a quand même des recherches faites par le programme multisectoriel pour la vulgarisation et la sensibilisation de Ludovic Kalengai, oui, que vous connaissez par rapport à ces recherches. Oui. Il met quand même sur la table une réflexion osée. Il préconise une sorte de table de dialogue. Il préconise une sorte de table de dialogue afin de trouver la solution. Est-ce que le président Fachi va-t-il, au travers une sorte d'approche de dialogue, va-t-il inscrire son nom sur les annales d'or en préconisant le dialogue avec les communautés Banyamulenge et les Tutsis congolais dans la partie Est? Bon. D'abord, en politique, c'est savoir dialoguer. Hein? C'est un instrument basique de la politique. Les Kalachnikov, c'est pas la politique, ça. Hein? Les Kalachnikov, les bombes, c'est pas la politique. C'est une continuation de la politique. Quand le dialogue échoue, et les gens se battent, tout ça là, jusqu'à ce que leur nerf se calme. Bon. Notre jeune frère propose le dialogue, que j'ai toujours proposé d'ailleurs. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas galvauder ce dialogue-là, ce principe du dialogue. Très bien. Parce que dans le mental du Congolais, et j'entends souvent des gens le dire, ah oui, mais nous avons connu le dialogue depuis l'indépendance. Il y en a eu plusieurs. Mais écoutez, la conférence nationale, c'est vrai. Hein? 1992. Voilà, si on avait réussi la conférence nationale, nous ne serons pas arrivés à ces conséquences que nous regrettons aujourd'hui. Non, on n'allait pas connaître le phénomène AFDL ni le phénomène Kabila. Ouais. Donc, si on avait réussi la conférence nationale. Donc, le dialogue, c'est fondamental. Comme j'ai dit, nous devons reconstruire notre pays sur des bases objectives. Aujourd'hui, le pays est cassé. Nous tous, nous allons autour d'une table, pas pour se partager des postes, mais pour créer, et moi c'est dans ma conception de choses, une charte de citoyenneté. Hein? Parce que bon, le mot nation, nationalisme, c'est galvaudé dans notre pays. Ouais. Les gens ne comprennent pas ça. Soyons rationnels, soyons réalistes. Charte de citoyenneté. Pour que chaque individu, quelle que soit sa race,
quelles que soient ses origines, ainsi de suite, tout ça, dès lors qu'il accepte cette charte de citoyenneté, qu'il participe à la vie nationale de notre pays, il est citoyen congolais à part entière. C'est dans ce sens-là. Donc, les Banyamulenge, qui sont congolais, hein, mais dont des gens comme les Bitakwira contestent la nationalité. Très bien. Parce qu'ils ont inventé des concepts absurdes, ridicules et incongrus. Dans le Nord Kivu, vous avez une communauté rwandophone, Banyarwanda. Parce que le mot Banyarwanda aussi porte à confusion. Très bien. Votre micro, s'il vous plaît. Votre micro. Le mot Banyarwanda porte à confusion. Le mot Banyarwanda a été utilisé par le pouvoir colonial pour identifier les populations congolaises d'expression Kinyarwanda. Pas de nationalité Kinyarwanda. D'expression. Voilà. Bon, donc, tout ça, il y a confusion au niveau des concepts, ainsi de suite. Le plus simple, construisons notre pays sur des bases objectives. Très bien. Mettons-nous ensemble, charte de citoyenneté. Très bien. Voilà cette charte. Tu es citoyen, tu veux être citoyen. Allez, signe la charte. Et très bien. Tu adhères à la charte. Très bien. Nous sommes obligés de chuter par ici. Voilà. Une dernière question, quelques minutes pour conclure cette émission. Et à votre avis, les opportunités, de façon synthétique, les opportunités qui se présentent pour le nouveau quinquennat de Félix Tshisekedi. Quelles sont les opportunités? Voyons voir la majorité qui sera au Parlement. Très bien. Mon vœu, c'est que l'UDPS ait quand même une majorité. En pole position, comme on dit. Une santé politique confortable. Voilà. Parce que là, évidemment, c'est l'UDPS qui sera jugé. Comme nous avons un président qui est de l'UDPS, mais alors c'est l'UDPS qui sera jugé. Pas l'UDPS dans ses dérives, hein, très bien. Mais l'UDPS, l'espoir qu'il a donné au peuple depuis les années 80. Hein? Et il faut vraiment qu'on réajuste l'action politique de l'UDPS pour résoudre tous ces problèmes-là. C'est ça le grand défi. Défi politique, économique. Et ne vous en faites pas. Au sein de l'UDPS, il y a eu des réflexions, des travaux qui ont été faits, qui sont là. Et qui peuvent servir de boussole bien sûr. Pour ces quinquennats. Nous, on a passé notre temps à réfléchir. Hein. Très bien. Voilà, nous avons passé notre temps à réfléchir. Et nous savons que pour tel problème politique, la solution serait tel problème économique. Mais regarde, par exemple, la dollarisation. Hein? Tout le monde crie, oh, le dollar, le franc congolais est dans la veste du dollar. Enfin, mais c'est une histoire de fou, ça. Vous êtes incapable de dédollariser votre économie, alors que vous avez le franc congolais. Le Congo, c'est un grand producteur d'or, en ressources d'or. Vous êtes incapable d'avoir des réserves d'or dans votre banque nationale. C'est une histoire de fou. Très bien. Merci beaucoup, M. Bazélia-Tezoa. Obligé de nous arrêter par ici. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité, merci pour votre interaction, merci pour vos questions. Une fois de plus, je dis merci à M. Bazzi d'avoir répondu à mon invitation. Mesdames et messieurs, on se fixe rendez-vous. Merci. On se fixe rendez-vous prochainement. Merci et prenez soin de vous. Chaque jour est une vie et travaillons pour la beauté des choses. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.